Maliens ont décidé ce lundi 31 janvier 2022 d'expulser l'ambassadeur de France dans une nouvelle escalade de la brouille entre Bamako et Paris, a annoncé lundi la télévision d'État ORTM, l'Office de radio-télévision malienne. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et qu'il lui a été notifié, oui, la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures, a annoncé le communiqué lu par la télévision d'État. Les autorités maliennes ont justifié cette décision par les récentes déclarations hostiles de responsables français à leur encontre. Cette convocation marque un nouveau durcissement des tensions entre le Mali et la France, l'ancienne puissance coloniale engagée militairement contre les djihadistes au Mali et au Sahel depuis 2013. Les relations n'ont cessé de se détériorer depuis la prise de pouvoir par les patriotes maliens en août 2020. Les autorités maliennes ont constaté avec amertume que c'est la France qui est à l'origine de leur malheur avec la montée en puissance du terrorisme. Eh bien, mesdames, messieurs, terrorisme organisé, financé et entretenu par la France. Le pays est plongé depuis 2012 dans une profonde crise sécuritaire, alors que les soldats français sont sur le sol malien depuis plus d'une décennie. Avec une arrogance et un manque certain de bonnes manières, eh bien, la ministre française des Armées, Florence Parly, a déclaré le 25 janvier dernier que la junte multipliait les provocations. Son collègue français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a deux jours après, qualifié la junte, oui, les autorités maliennes, de junte d'illégitime, et ses décisions d'irresponsables, après que les autorités maliennes eurent poussé le Danemark à retirer son contingent de forces spéciales. Réponse du berger à la bergère, eh bien le ministre malien des Affaires étrangères a demandé aux autorités françaises du respect et bien au-delà de cela également, à commencer justement par l'expulsion de l'ambassadeur de France qui était basé à Bamako. Mais pour mieux comprendre la situation, monsieur, je vais vous lire la substance. En substance, le communiqué du gouvernement. Eh bien, c'est l'arbitre du Mali, un peuple, un but, une foi. Et communiqué du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France au Mali, son Excellence, monsieur Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette ces propos qui sont contraires au développement des relations amicales entre nations. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence, conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. C'est signé à Bamako le 31 janvier 2022. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Bien signé, d'ailleurs, c'est depuis hier. Mais pour mieux comprendre la situation, monsieur, pour pas qu'on dise que c'est nous qui avons fait tout cela, nous allons suivre justement nos confrères de ORTM ce matin, qui ont bien sûr annoncé ce communiqué. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui lui a notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenus récemment et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations maintes fois élevées. Le gouvernement du Mali condamne vigoureusement et rejette
rejette ces propos qui sont contraires au développement de relations amicales entre nations. Le gouvernement de la République du Mali réitère sa disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux, y compris la France, dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence conformément aux aspirations légitimes du peuple malien. Koulouba, le 31 janvier 2020. Vous avez suivi là le communiqué du ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga, qui précise d'ailleurs que l'ambassadeur de France a 72 heures pour quitter le territoire malien. Président Badakani, votre réaction ce matin? Nous sommes obligés dans un premier temps, sereinement, de rappeler un peu ce qu'on appelle la diplomatie. Oui. Vous savez que je vous ai déjà interpellé sur le fait que j'ai été souvent approché par des émissaires de certaines personnalités de notre pays pour me dire c'est excellentissime ce que vous faites, mais président, il faut la diplomatie. Et j'ai dit à ces gens, vous ne savez pas de quoi vous parlez parce que, vous voulez me conventionnaliser, vous voulez normaliser notre combat. Et c'est parce que notre combat n'est pas normalisable qu'il avance. Le jour où il se normalise, c'est terminé, ce n'est plus un combat. Parce que vous êtes justement dans la diplomatie et on voit les résultats. Si votre diplomatie marchait, nous n'existerons pas, nous ne servirons absolument à rien. À rien. Oui. Je leur ai dit ça, je leur ai dit c'est une question de temps, vous verrez ce qui se passera. On y est. J'aimerais donc que tous les grands diplomates du monde entier, les docteurs en diplomatie et leurs belles redingotes, nous expliquent comment on appelle le comportement de la France. Comment on appelle l'attitude de la France. On est obligé, mon cher ami Edmond, de rappeler quelques fondamentaux, ce qu'on appelle la diplomatie, très très rapidement. On est obligé de faire ça. Cet art qu'on appelle la démocratie existe depuis que les nations ont des intérêts qui peuvent être antagonistes. Et la diplomatie, justement, sa noblesse, c'est de faire à ce que les antagonismes des intérêts des États ne dégénèrent pas en guerre, mon cher gosse. La diplomatie, c'est cet art qui consiste à faire que les intérêts qui existeront toujours, qui seront la plupart du temps antagonistes entre les États, se mettent au service de quelque chose de plus grand que les intérêts. La civilisation humaine, la fraternité entre les nations, mon cher gosse, et ce qu'on appelle la justice et le droit. Parce que chaque fois qu'il y a la guerre est l'échec de la politique, la guerre est la honte de la politique, parce qu'elle se traduit par des centaines, des milliers, des millions de morts, mon cher gosse. Les traités, les conventions, les accords diplomatiques n'ont que fait que traduire en des termes juridico-politiques ces ambitions. Et la longue histoire de la diplomatie, mon cher gosse, a consacré une éthique des relations entre les nations, une éthique qui nous a fait croire que l'humanité avait atteint un certain niveau, les rapports entre les États avaient atteint un certain niveau, où ce que nous avons honte par le passé ne pouvait pas se répéter. Mon cher gosse. Qu'observe-t-on depuis 30 ans pratiquement? Pour ne prendre seulement que ça depuis 30 ans. Ça a toujours été comme ça, mais depuis 30 ans, il y a une dérive très grave de ce qu'on nous a appelé diplomatie, qui a eu le génie de nous faire croire que c'est normal qu'on fasse ça. C'est-à-dire que la diplomatie désormais cède par avant et de couverture au banditisme d'État, au gangstérisme d'État, à la crapulerie d'État et au crime d'État. Pareil au niveau des relations internationales. Banditisme des relations internationales, crapulerie des relations internationales. Concrètement, ça veut dire que les diplomates qui sont restés honnêtes, qui croient à cet art-là, nous excusent. Mais le fait général, le fait dominant des rapports internationaux aujourd'hui, c'est le banditisme, c'est le gangstérisme, c'est la sauvagerie, c'est le crime élaboré comme pratique politique. Je suis en train de dire que la plupart des présidents qui dirigent les États qui dominent le monde sont des bandits de grand chemin, des criminels et des assassins qui ont élevé cette pratique en démarche d'État, mais plus grave, en valeur de vie, au point où il faut que
mon cher gosse, quand ils entrent dans votre maison, ils violent votre femme, ils volent ce qui vous appartient, ils tuent vos enfants, ils vous demandent en retour, non seulement de les adorer, mais de leur payer une dîme, un tribut, parce qu'ils vous ont fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vous punit parce que vous êtes faible. Vous devez payer très cher le fait que vous ne savez pas être un sauvage, vous ne connaissez pas tuer, vous ne connaissez pas voler. Vous êtes naïf, vous croyez que des rapports entre les humains, il y a un certain niveau, on ne descend pas. Et c'est de cela qu'il s'agit. Pour le cas particulier de la France, mon cher gosse, qu'est-ce qu'on appelle diplomatie? Ce fumeur de drogue qu'on appelle le Drian, petit voyou, délinquant primaire le plus absolu, en plus mafieux. Aujourd'hui, c'est établi, c'est plus un débat. Nous avons dit quand le maréchal Desbiens a été assassiné, nous avons eu le courage de dire que c'est la France et c'est M. Macron. Mais c'est vrai. Mais il est établi aujourd'hui que le donneur d'ordre, l'organisateur de l'assassinat du maréchal Desbiens s'appelle M. Le Drian. Je parle en public, hein. Je parle en public. C'est M. Le Drian. Donc, vous avez quelqu'un comme ça, qui est un délinquant, qui est un bandit, qui est un assassin. Mais parce qu'il est ministre des Affaires étrangères de la France, on vous dit que pendant qu'il fait tout ça, vous devez vous taire. Et vous devez valider ce qu'il va vous faire avaler. Ce monsieur a eu le toupet de dire à Mme Samba Panza, quand j'ai la tradition, vous vous souvenez, quand elle devait passer le relais à M. Ouattara, il a convoqué, en public, et lui a dit, Madame, je vous ordonne de signer ceci. Le jour de la prestation de serment. Vous vous rendez compte? Elle dit, je vous ordonne. Madame dit que, mais madame, monsieur, mais moi je suis plus au pouvoir, je n'ai pas le droit de le faire. Je vous ordonne de le signer. Elle a dit, je ne signe pas. Humiliant cette dame, vous imaginez, elle dit, l'humiliant devant, elle dit, c'était public. Donc vous voulez faire entériner à une dame qui n'est plus en fonction, des documents qui vont engager celui qui vient d'être élu à son insu, alors que la dame en question n'a plus le mandat, n'a plus le droit, même le gérer les affaires courantes, même pour un seul jour. C'est la diplomatie de M. Le Drian. Voilà la diplomatie hein, de M. Le Drian. Mais c'est comme ça que M. Chirac a voulu étrangler Yahi Boni, président du Bénin. Je pense que c'est lui, Yahi Boni. Ça, c'est Joachim Chissalo qui nous raconte cette affaire. Il est à l'époque président de l'Union de l'OUA ou de, c'est pas l'époque. L'Union africaine. L'Union africaine. C'est l'ancien président, je crois, du Mozambique. Bon, merci de me rappeler ça. Mais il a appelé par le président du Bénin qui lui dit, Monsieur le président de l'Union africaine, je ne dois plus. Je viens vers vous parce que bon, vous êtes notre président de tous les Africains actuellement. Qu'est-ce qu'il y a, Monsieur le président? Monsieur Chirac, je ne dis pas paix à son âme. Je ne dis pas ça ce matin. Monsieur Chirac est en train de m'étrangler, il me demande de lui verser la dîme. La dîme que le Bénin est censé payer à la France. Monsieur le président, cette dîme se chiffre en centaines de milliards. Mon pays est à terre. Je n'ai même pas là de quoi payer les fonctionnaires ce mois. Mais M. Chirac me demande de payer ça. Je viens crier au peuple pour que vous m'aidiez. Je suis là, je dis que, mais attendez, vous parlez de quoi? Ça existe encore cette affaire-là? Il dit, mais je suis en train de vous parler. Il dit, laissez. La personne la mieux placée pour cette affaire, c'est Mandela. C'est le doyen Mandela. Il appelle Mandela et lui dit que, monsieur le président, il n'y a que vous, hein. Voilà ce que je vis. Mandela dit, mais c'est quelle affaire ça? Le président Mandela appelle Chirac. Il dit que, mais qu'est-ce que j'apprends là? Chirac lui dit, oui, monsieur Mandela. Il doit vous payer. Il doit payer, il n'y a pas un débat. Je leur donne 6 mois. Puisque vous avez intervenu, je fais un moratoire de 6 mois. Si au bout de 6 mois, ce n'est pas payé, ils vont assumer les conséquences. Monsieur Edmond, ça s'appelle la diplomatie. Edmond. Voilà la diplomatie. Voilà les relations internationales. Et cette pratique, c'est la pratique des Américains. C'est la pratique des Royaume-Uni. C'est la pratique de l'Union européenne. C'est la pratique même de l'ONU à l'intérieur de cette affaire. Donc, nous, ici, nous devons nous taire. Nous devons valider cela pour dire comment, ok, oh, si tu veux être à la hauteur des fonctions présidentielles, ne parle pas de choses comme ça, c'est pas poli. Quand tu parles de ça, tu n'es pas à la hauteur, tu es un petit sauvageon qui ne connaît pas les réalités internationales. Et vous avez toute une classe politique et toute une génération, entre guillemets, de diplomates qui ont, merci Edmond, qui ont bu ce lait et qui trouvent que c'est normal. Mon cher gosse. C'est cela qu'il s'agit ce matin. Monsieur Le Drian, ce qui s'est passé l'autre jour, ces propos de l'autre jour sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Permettez-moi de vous rappeler ce matin les provocations incessantes que la diplomatie française inflige au Mali, à ce pays et au peuple malien depuis déjà au moins 3 ans ou 4 ans. Mon cher gosse. Premièrement,
M. Macron annonce la fin de l'opération Barkhane de manière unilatérale. Alors qu'il y a des accords qui le lient à l'État malien. Il annonce de manière unilatérale. Et en public, il sort le matin. Certainement, il a reniflé la drogue. Il sort le matin. Il dit à partir de maintenant, je vais faire l'opération Barkhane. Mais il a des accords avec le Mali. Il a des accords. Et c'est une réunion à Pau. Devant tout le monde, les Maliens sont assis. Le président malien est assis. Les représentants des Mali sont assis. M. Macron déclare ouvertement, je vous appelle pour vous demander, ok, vous ne voulez pas de nous ici, vous partez. Ceux qui sont, c'est là, qui veulent plus de la France là. Dites-moi ça maintenant là, vous là. Si parmi vous les gens qui veulent plus de notre présence ici, au Sahel, dites-moi. Mais on parle. Mais les représentants du Mali disent que mais, ils se sont demandé dans quelle salle ils se trouvaient. Ce que je vous dis là, le premier ministre du Mali, il le répète. Il parle de ça dans des interviews publiquement. Docteur Redimo, il le dit. Il dit que voilà comment la France traite des accords qui nous lient de façon commune. Le Mali n'a même jamais répondu. Et le Mali n'a même pas commenté la sortie de Macron. Pour vous dire comment les Africains sont des gens galants. Il dit, le Mali n'a même pas commenté, n'a rien dit et resté tranquille. Monsieur Macron, comment on dit ça? L'amunissement, piloté par la France au Mali. Les militaires maliens se réfugient dans un camp de l'amunissement. Parce qu'ils ont été piégés par les terroristes dans des manœuvres organisées par la France. Ils remettent des armes conformément à ce que dit la règle internationale. Ils remettent les armes, ils déposent des armes, parce que ça se fait. Quand l'État malien vient demander après que, mais remettez-nous les armes, on fait dire à l'État malien que c'est un butin de guerre. Butin de guerre de qui? Mais nous, on vous a remis les armes conformément à ce que dit la règle internationale. On s'est réfugié dans le camp de l'ONU. Quand on se réfugie dans un camp onusien, on dépose les armes. Puisque l'ONU est censée être garante de la paix. Vous savez, Edmond, ce qui est plus grave, l'amunissement, dirigé par la France, manipulé par la France, a remis les armes aux terroristes. Ouais. Ça, je suis au courant. C'est la diplomatie, Jocelyn. 3 ans, c'est la diplomatie. Ibeka, le président malien, père son ami, il est décédé. Monsieur Macron vient au Mali. Il humilie le président, il le convoque à Gao. Après avoir passé en revue les troupes françaises sur le territoire malien. Il invite Gao, il le convoque, parce qu'en fait, il lui fait dire, tu ne viens pas ici. Je considère que moi, c'est un casus belli. Tu sais ce que je vais te dégager. Monsieur Ibeka est obligé, les larmes dans les yeux, pleurant en plein jour, d'aller se faire humilier à Gao devant son peuple. Le Mali n'a pas réagi. Rien n'a été dit. Aucun pays africain n'a blanchi. C'est nous seuls, les panafricanistes, qui avons dénoncé ça. Aucun pays africain n'a rien dit. Je me souviens. Ils ont dit non, c'est pour le Mali, ça ne nous concerne pas. Ils appellent ça la froideur des relations. Il fait trop froid quand tu es président. Au point de ne pas comprendre que ce qu'on est en train de faire à ton voisin, on te prépare ça toi-même. Voilà. Monsieur, la coordination de ce qu'on appelle le mouvement de l'Azawad, mon cher gosse, défile à Kidal chaque année. Sous la présidence de qui? De la France. Non, vous êtes gentil. De l'ambassadeur de France. La coordination du mouvement de l'Azawad a proclamé l'indépendance de l'Azawad. Vous le savez ici tous. Et monsieur l'ambassadeur de France s'assoit et voit défiler donc les représentants de l'État fantomatique de l'Azawad, mais reconnu par la France. On défile et l'ambassadeur de France est assis. Le Mali n'a rien dit. Nous avons encore été le seul panafricaniste à dénoncer ça et à dire que les pays africains, vous regardez faire, vous ne dites rien. Mais quand ça va arriver chez vous, vous allez crier comme des loups. Vous allez crier au secours. Rien fait. La France, 5. Takuba, une organisation criminelle de la France. Fabriqué, elle a appelé au moins plus d'une dizaine de pays européens que venez m'aider, venez ici, on partage le gâteau malien. On partage ça. Vous savez ce que Takuba fait? Takuba fait allégeance à l'Union européenne et à la France. L'État malien n'a pas le droit de parler à des contingents de la Takuba qui pourtant se déploient sur son territoire. Mon cher gosse. Alors qu'il vient lutter contre le terrorisme. Que subit le Mali et son peuple? 7e humiliation et provocation grave. Kidal est transformé en État dans l'État par une décision unilatérale de la France. C'est-à-dire qu'il mène un combat contre les terroristes, les victoires s'obtiennent à Gao, à Tombouctou, partout où vous voulez, mais arrivé à Kidal, la France décide unilatéralement et dit à l'État malien, vous n'entrez plus ici à partir d'aujourd'hui. Le Mali n'a rien dit.
Nous avons encore été le seul à dire en parler. C'était un crime. L'Union africaine n'a rien dit. Son président de commission, le plus élégant du monde, n'a rien dit. Personne n'a parlé de ça en Afrique, on a trouvé ça normal. L'État français a insulté le Premier ministre malien. Vous avez présenté une vidéo ici, M. Mélenchon. Oui. Rappelle ça à M. Macron, que ce que tu as fait n'est pas galant. Et pourquoi? Parce que le Premier ministre malien a seulement dit à l'ONU qu'on nous a abandonnés en plein vol. La France en a fait un casus belli, s'est mis à insulter le gouvernement malien, insulter le Premier ministre qui t'a autorisé Propos d'Emmanuel Macron d'aller parler comme ça à l'ONU. Le Mali n'a que dit Edmond Kouyaté au monde entier qu'on nous a abandonnés en plein vol. Quelle est la phrase déplacée, le mot déplacé dans cette phrase? Quelle est l'injure dans cette phrase? Aucun. Et aucun pays africain n'a protesté en solidarité avec le Mali. Aucun pays africain. On a dit non, ça regarde le Mali. C'est l'affaire des Maliens. C'est Choguel Maigret qui lui a dit de parler comme ça. Nous, on est les présidents, j'ai les intérêts, il faut être froid. La politique, c'est la froideur. Hein, il faut être flegmatique. Si on massacre tout le monde, tu te tais tant qu'on ne t'a pas touché. Des criminels qui prétendent faire la politique. Qualification du gouvernement. Et à partir de ce moment, la France a décidé d'appeler le gouvernement du Mali de junte illégitime, vous le savez. Or, il y a eu un processus constitutionnel pour normaliser, régulariser l'accession de M. Assimi Goïta au pouvoir. Il y a la démission d'un chef d'État qui a dit dans son propos de démission que je n'ai pas été forcé à démissionner, je démissionne volontairement. Il y a eu une cérémonie qui a été organisée sur la base de la constitution malienne pour reconnaître que désormais Assimi Goïta est le président. Mais depuis ça, la France a passé son temps à dire c'est un gouvernement illégitime, c'est une junte militaire. Le mot junte, vous savez, c'est qu'il a des péjoratifs dans le langage entre guillemets diplomatique. Monsieur, la France, Gauss, transporte la déclaration de guerre de la CEDEAO au Mali, contre le Mali. Elle prend ça, elle amène le Conseil de sécurité pour dire au monde entier valider ces sanctions pour qu'on efface le Mali de la carte de la terre. L'État malien n'a rien dit. L'État malien a supporté, a fait profil bas. Dernière crise, provocation extrême, la crise avec le Danemark. Les Danois comprennent qu'ils se sont mal comportés, s'en vont, rentrent chez eux pour dire qu'ok, on attend le temps, les beaux temps, on le connaît. Mais la France prend sur elle, à travers le criminel et le délinquant de l'Odrian, prend sur elle de régler le compte de l'État malien, d'insulter l'État malien à la place du Danemark, de dire tout ce qu'on peut dire, ce qui est interdit en diplomatie, junte illégitime, qui pose des actes irresponsables. Voilà, M. Gauss, la liste des provocations, ou bien la liste de la galanterie diplomatique de la France à l'égard du Mali. Alors moi je pose une question, ou deux questions. Je vais chuter par là pour mon premier jet. Comment peut-on dire que un mouvement de transition est illégitime et considéré comme étant une base juridique normale, un accord signé entre l'État malien, l'État français sous Hollande et un gouvernement de transition non élu, à l'époque dirigé par Diokonda Traoré. Monsieur Ngoss, vous pouvez m'expliquer ça? C'est-à-dire que M. Diokonda Traoré était un gouvernement de transition. Il n'avait pas été élu. Mais savait lui que la France a signé les accords qui autorisent le déploiement de l'opération Serval au Mali, qui deviendra plus tard opération Barkhane. Alors, si la junte malienne, comme ils appellent, est illégitime, mais opération Barkhane est illégitime. Je pense à la logique élémentaire. Puisque celui qui l'a signé, la France a signé cet accord avec un gouvernement qui n'était pas élu. De transition. Mais la France considère que quelqu'un qui n'est pas élu, qui est en transition, peut signer un accord avec la France, et que cet accord désormais engage l'État malien au nom de la continuité de l'État. Mais lorsque arrive au pouvoir un gouvernement qui n'est plus, d'après nous, un gouvernement de transition, parce que Assimi Goïta a été élu, le jour de cette manifestation montre pour nous, c'est l'élection, il a été élu, mais laissons ça. C'est un plébiscite. Et c'est merci Edmond. Et le plébiscite est une norme démocratique. C'est ce que j'ai dit. C'est une norme démocratique. Oui. Alors, il a été plébiscité. C'est la vraie démocratie. La vraie démocratie, d'ailleurs, selon leur tradition, en grec, oui, en Grèce. Elle est populaire. La démocratie directe, ouais, en Grèce. Donc, M. Assimi Goïta, comment on qualifie donc d'illégitime Assimi Goïta et son gouvernement? Et c'est sur la base d'un gouvernement non élu, donc supposé illégitime, que l'accord qui fait
C'est-à-dire qu'ils font de la présence de Barkhane au Mali a été signé. C'est toujours de la diplomatie, mon cher gosse. Alors, les médias français nous ont avertis. Pour une fois, France 24 a fait quelque chose. Hein. Pour une fois, j'ai suivi par hasard. Il faut bien regarder ça. Vous allez comprendre qu'il y a des problèmes sérieux en France. C'est-à-dire, des bandits, quelqu'un ils veulent aller faire un coup, ils se droguent pour avoir un peu de courage. Et vous savez, quand vous êtes drogué, vous n'êtes plus conduit par la raison. Vous ne savez plus ce qui est raisonnable. Vous faites tout et du n'importe quoi. C'est dans cette situation que nous sommes en train de nous retrouver aujourd'hui. Chaud devant. Chaud devant, comme vous dites d'ailleurs, président Badakani ce matin. Edmond Koaté, il y a eu quand même des réactions après cette décision prise par les autorités maliennes. Je prends la première réaction du pont Aignan. Il dit la France ne peut pas être le paillasson du Mali. 53 militaires français ont donné leur vie au Sahel et le gouvernement malien ose expulser notre ambassadeur. Par mesure de rétorsion, je demande une ou deux choses. Les voici. La suppression de tout visa pour de nouvelles entrées de Maliens sur le sol français, l'expulsion manu militari des Maliens clandestins résidant en France, la révision de notre dispositif militaire au Sahel. Ça, c'est la première décision. La première réaction. Je prends également d'autres réactions ce matin. Marine Le Pen déclare, alors que nos soldats se sacrifient depuis 10 ans pour sauver le Sahel des islamistes, les militaires maliens incapables de protéger leur propre pays osent chasser notre ambassadeur. Présidente de la République, je ferai respecter la France et notre armée. Jean-Luc Mélenchon, pour sa part, dit, avant que les sacrifices et nos morts au Mali n'aient été rendus vains, avant que la déchirure soit complète, il est temps pour la France de revenir au réel et de vider l'abcès avec le pouvoir malien actuel et que l'Assemblée nationale soit saisie et décide d'un plan d'action. Pour terminer, on a également Éric Zemmour. Nous nous battons pour expulser les djihadistes du Mali, mais le Mali expulse notre ambassadeur. Nos soldats meurent pour un pays qui nous humilie. Toute la politique africaine et de la France est à repenser. Je prends votre réaction. Ben écoute, Steve, il ne faut pas accorder plus d'importance que ça aux conjectures de quelques illuminés français, à la telle Zemmour et je ne sais pas qui d'autre, Dupont-Aignan. Marine Le Pen? Marine Le Pen, ce sont des petits illuminés français qui, n'est-ce pas, encore... Au moins, ils sont unanimes, Edmond Koaté. C'est pas question d'unanimité. Les voleurs sont unanimes au moins sur une chose. Les voleurs. La seule chose qui départage les voleurs, c'est lorsqu'il faut partager le butin. Le butin. Ce n'est que ça qui... Mais ils sont unanimes pour aller voler. Ils sont toujours unanimes sur... le butin à aller voler. Quand il faut aller voler et sur les moyens à utiliser. C'est brûlé, nous l'avons vu. Un antéchrist. C'est un antéchrist d'ailleurs. Et vous avez suivi une vidéo où lui-même annonce, n'est-ce pas, l'avènement de la bête. De son père. De son père. Et il dit c'est irréversible, on n'y peut rien. Et que tout le monde devrait, n'est-ce pas, s'y faire. Et donc, voilà, je vous dis, je crois à cela. Il y a autre chose que je vais vous dire ce matin, mais ça, c'est une sagesse africaine, je crois, qui dit que Dieu rend fou ceux qu'il veut perdre. Les Français sont devenus fous. Aveuglés. Parce qu'en réalité, vous savez, quand j'ai suivi, ou chaque fois que j'ai suivi M. Le Drian, je me suis demandé si on était encore dans la déontologie des canons du métier de diplomate. Et je me suis toujours dit, mais bon sang, on est carrément sur le terrain du voyoutisme. Ça n'a rien à voir avec la diplomatie. Le président Banda s'est évertué à vous définir, n'est-ce pas, avec brio et pétulance, ce qu'on appelle diplomatie. Généralement, on dit la diplomatie prend le relais là où les politiques ont échoué. C'est tout. Il y a d'ailleurs une façon, je vais dire, de qualifier cette diplomatie pour dire que c'est un art d'élégance. On dit les diplomates disent aux uns, vous n'avez pas tort, et aux autres, vous avez raison. En fait, c'est la même chose. Parce qu'en diplomatie, on tient à ne froisser personne. C'est-à-dire deux belligérants qui s'étriquent. En diplomatie, on dit aux uns, vous n'avez pas tort, et aux autres, c'est pour ça qu'on prenne le relais là où les politiques ont échoué. C'est ça les diplomates. Mais permettez-moi de dire que j'ai vu
un homme ignominieux, un homme plein d'acrimonie, d'aversion, verser sa bile sur un État. Je parle là de monsieur... Pourquoi je l'appelle monsieur? Je parle là de Jean-Yves Le Drian. Et quand je dis que Dieu rend fou ceux qui veulent perdre, c'est parce que j'ai quand même encore en mémoire que malgré tous mes ressentiments, je reconnais que la France a dans un passé connu de très grands diplomates. C'est un fait. Vous n'étiez pas toujours d'accord avec eux, mais au moins vous aviez envie de les suivre, de les entendre parler. Et puis ce fameux cardinal, c'est Talleyrand. Talleyrand, ce fameux cardinal. Voilà. Je pense par exemple à Hubert Védrine, qui était un excellent diplomate. Je pense à Dominique de Villepin, un excellent diplomate qui a marqué les esprits encore à l'ONU. Dans ce fameux discours. Dans son fameux discours pour la guerre, contre la guerre en Irak, où il a été ovationné par tout le monde. Je pense même à Michel Barnier, c'était des excellents diplomates. On n'était pas toujours d'accord avec eux, mais au moins on reconnaissait une certaine élégance dans le langage. Même quand il disait des choses qui n'étaient pas dans le fond, bien entendu, mais sur la forme, ça donnait envie d'écouter et même de mener le débat. Voyez-vous, c'était ça la diplomatie. Et donc je crois que cette époque est terminée et révolue. Et donc la prédiction de Nostradamus se met en place. Parce que je ne comprends pas, très honnêtement, comment est-ce que même les Français arrivent à supporter un homme aussi ignominieux à la tête de leur pays. À la tête de leur pays. Ça ne se fait pas. Nous avons irresponsable. Quand même. Et puis, par ailleurs, il poursuit en disant, les Maliens, le gouvernement malien illégitime a fait venir Wagner qui se sert directement sur les ressources du Mali. Bon sang. C'est même vrai. C'est même très vrai. Mais où est-ce que tu as mal, monsieur Le Drian? Ça te fait mal où? Tu es malien? Tu es malien? Mais laisse le peuple malien se plaindre. En fait, vous avez le véritable propriétaire du Mali qui se plaint, n'est-ce pas, de la spoliation de son sol malien par Wagner, du moins par la Russie. Parce que derrière Wagner, entre guillemets, en réalité, Wagner apparemment fait peur. Wagner fait peur. Rien qu'à la prononciation de son nom. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a un processus qui doit se mettre en place. La Wagnerisation? La Wagnerisation de toute l'Afrique. Et nous allons le faire. Ça va se Nous avons bien compris le message. La Wagnerisation de toute l'Afrique. Parce que je vous ai dit la dernière fois, si vous avez un monstre qui a réussi à terroriser tout un village et qu'un matin vous vous rendrez compte que même que seulement le ver de terre, n'est-ce pas, lui fait peur, accrochez-vous au ver de terre et allez chercher tous les vers de terre, n'est-ce pas, et ramenez-les au village. Avec eux. N'est-ce pas, coopérer, allez chercher autant de vers de terre pour neutraliser le monstre. Pour neutraliser le monstre. Au moins vous aurez le mérite d'avoir chassé le monstre avec le ver de terre. Donc c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que franchement, nous sommes arrivés à un niveau où je pense tout simplement que la France est sur une pente très descendante et va vers l'abîme, tout simplement. Parce que le processus qui est au Mali, c'est un processus irréversible. Le peuple malien au jour d'aujourd'hui, grâce, n'est-ce pas, à Assimi Goïta et son équipe, a goûté à l'indépendance, a goûté à la saveur de la souveraineté. Ils savent ce que veut dire être souverain. Par ce acte qui a été pris hier, n'est-ce pas, par le Mali, expulsé de manière inédite un ambassadeur français, j'avoue que l'Afrique a connu des hommes forts, des hommes de poigne. Sankara, Sékou Touré, Modibo Keïta et bien d'autres, et même Kadhafi, mais jamais, je dis à grand jamais, ça ne s'est posé. Cet acte n'a été posé par aucun.
comme on entend très souvent dans les usages diplomatiques, on a convoqué le diplomate de tel pays, ça c'est juste pour lui faire des remarques et lui signifier que nous n'avons pas été d'accord sur ci ou sur ça, après ça reste là. Mais je dis, ça n'a jamais été le cas. On n'a jamais expulsé un ambassadeur français. Discipline qui est mienne. Il a été un jour? Non, les voilà, ils sont là. Bon, c'est pas le débat. Non, il a le mon aîné que voilà, je peux vous dire, j'ai au moins lu 2 de ces publications. Et donc, de Pennsylvanie. Franchement. Mais je vous donne les épisodes. Ah bon, allons-y, messieurs. Je vous donne. Nous n'avons. Quelqu'un le PhD, vous en matière académique, nous n'avons qu'un seul référentiel. Ah, ok, d'accord. C'est la publication. Je ne savais pas, excusez-moi. Ce sont les publications, que ce soit des articles, que ce soit des opuscules, que ce soit n'importe quoi, que ce soit des essais. C'est le référentiel pour nous. Quand on a quelqu'un, quand on veut, n'est-ce pas, placer quelqu'un. Quand le PhD, c'est pas une référence? Bon, d'accord. Je ne sais pas, je demande. Alors donc je disais, même ce brillant vigile français, n'est-ce pas, qui pilote à lui seul la CEDEAO. Ouais. C'est le grand frère Bekima qui m'a donné cette formule. Le syndicat des vigiles. Le syndicat des vigiles. Et depuis lors, je me plais à utiliser. Je l'appelle moi aussi. Le syndicat des vigiles. Donc, cette formule. C'est la CEDEAO qui est le syndicat des vigiles. J'ai emprunté cette formule chez lui. Ça, c'est le docteur Bekima. Oui, bien préciser. Et ça me plaît beaucoup. Je n'arrive plus à m'en séparer. Parce que nous, on avait trouvé d'autres formules, représentant industriel et commercial, sous-préfet, tout ceci. Mais j'avoue que cette formule, elle me convient. Le syndicat des vigiles. Parce que le vigile, c'est celui qui veille au bien de quelqu'un. C'est-à-dire que lui-même n'a rien. Mieux que lui-même. Non, mais comment? Il donne sa vie. Parce qu'il dort dehors, il dort sur le foie, les moustiques, le pic. Il veille sur des milliards. Et parfois, sur lui, il ne vaut pas 2000 francs. Il a une tenue de 100 francs. Il est heureux de le faire. Et il le fait avec beaucoup de joie. Donc, c'est ça le vigile, en fait. Et donc, c'est pour ça que je dis ce terme me convient bien. Donc, même le plus grand des vigiles, il est très circonspect lorsqu'il faut se prononcer sur le cas Burkina. Pourquoi? Parce que l'effet domino est en train déjà d'attaquer le Niger. Vous savez que c'est très chaud, c'est très bouillonnant au Niger. Et avec tout ce qui se passe... Des rumeurs de coup d'État depuis quelques jours, hein, depuis quelques jours, il est annoncé. Même si jusqu'à preuve de contraire, des informations sont un peu tortilleuses, mais bon. Oui, c'est un peu très difficile au Niger en ce moment, surtout que dimanche, les Nigériens par milliers, par millions, ont battu le pavé pour demander à Bazoum de partir et pour lui dire surtout qu'ils ne voulaient plus accueillir sur leur sol les bases militaires françaises. Comment peut faire ça un chef d'État élu? Bon, ben voilà. Comment les Nigériens peuvent faire ça un président? Et donc, vous avez quelqu'un comme Le Drian qui a brûlé. Vous avez quelqu'un comme Le Drian qui a brûlé, n'est-ce pas, tous les us et coutumes diplomatiques. Oui. Parce que lorsque quelqu'un comme Le Drian dit dans son interview que nous allons réadapter notre dispositif militaire, vous comprenez ce que ça veut dire? Peut-être beaucoup ne comprennent pas. En langage diplomatique, ça s'appelle un code valise. C'est-à-dire un fourre-tout. On peut tout y mettre. Vous savez, les langages diplomatiques sont assez complexes. Il dit nous allons... Parce que la question qui lui est posée, c'est de savoir, avec la situation qui est très tendue, on fait quoi? Est-ce qu'on continue de rester au Mali? Est-ce qu'on s'en va? Ça, c'est la question. Il dit... nous allons réadapter notre dispositif militaire. En langage diplomatique, c'est un code valise. Pour dire quoi? Pour dire, nous allons, n'est-ce pas, revoir, n'est-ce pas, les missions de nos soldats au Mali, quitte à les retourner contre les soldats maliens. C'est ça, adapter le dispositif militaire. On avoir les moyens. Et donc, vous comprenez que la France est perdue. C'est pour ça que je vous dis dès le départ, Dieu rend fou ceux qui veulent perdre.
Dieu les rend fous, ceux qu'ils veulent perdre. Et donc, je pense que la France a atteint un niveau un peu, vraiment, un peu très très dangereux. Et je pense véritablement que la France, dans les toutes prochaines années, va devenir une toute petite nation. Parce que malheureusement, le processus... C'est son destin? C'est son destin. D'ailleurs, il ne vaut pas plus que ça. Merci à vous, Edmond Kouyaté. Quand Edmond parle de réadapter le dispositif... Tout un continent et tout un monde. Et ce système, cette superstructure, je peux préférer appeler même ça, superstructure de prédation mondiale, elle est née depuis, elle n'apparaît pas. Aujourd'hui, quelqu'un a parlé du syndicat des vigiles. En effet, Macron et tout le reste, c'est des vigiles. Mais derrière, il y a la grande superstructure qui n'est pas née en l'an 2000, née en 1900, née en 1800. Et c'est pour cela que ça me fait sourire. Parce que ce système de prédation même trouve sa source quelque part et se nourrit essentiellement des énergies des Noirs. Je reviens là-dessus, se nourrit des énergies des Noirs. Il y a eu un moment, nous ne visitions pas encore. Ça, c'est l'année 1400. J'aime retourner toujours vers là. Où deux puissances, ou trois, géraient le monde. La Chine et l'Inde représentaient 60% du PIB du monde. La troisième, c'était l'Afrique, les royaumes, Oui. qui avaient tous atteint à peu près le même niveau de développement. L'Europe que vous connaissez aujourd'hui n'existait pas. C'était des petites villes qui se faisaient la guerre sans arrêt, qui vivaient dans les grottes et dans les forêts, qui n'avaient aucune organisation sociale ni politique, mais qui, à un moment donné, a quand même appris ce que Aristote a appris auprès des Égyptiens noirs. Et il leur a appris, parce qu'Aristote, c'est le grand-père, c'est le père de tout le monde là-bas en Europe. C'est lui qui a posé toutes les bases. Toutes les bases. Lui-même, ayant dit qu'il est parti apprendre la gestion de la cité auprès des pharaons. Donc voilà. Mais il a volé, naturellement, mais il sera trahi Voler les manuscrits. par Hérodote. On connaît l'histoire. Très bien. Par Hérodote, hein, au 5e siècle, avant le Christ. Hérodote les met en nu. Je préfère commencer par là-bas pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe. À un moment donné, donc, l'Europe constate que l'Europe, je dois l'appeler comme ça, Mais c'est de ça qu'il s'agit. voilà, constate que nous pouvons aussi rentrer dans le train. Les autres ont déjà tout découvert. Parce qu'il faut toujours le rappeler. Le socle d'inventivité n'a jamais été là-bas. Ça a été ici, en Afrique. Sur le continent africain. Et dans le monde arabe Et en Asie. et en Asie. Toutes les inventions majeures ont été faites là-bas. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Les gens ne le savent pas, Parce jusqu'à nos que jours. aujourd'hui, mais leur génie, Voler. c'est voler et structurer les techniques qui permettent de bien voler. Je dis bien encore, la poudre à canon développée par l'Égyptien, amplifiée par les Chinois par la suite, Les Arabes après. ils s'approchent, les Français, ils essayent d'investiguer autour des techniques qui permettent d'améliorer ça. Et c'est là que commence la prédation. Cette même poudre à canon, toute industrialisation, parce qu'il y a déjà une amorce d'industrialisation en Inde depuis 1600. Les tissus made in India sillonnent le monde. On leur interdit de continuer. On passe au Brésil, même chose au Camerounais.
Quand on fait les tests ADN aujourd'hui, des Noirs américains, on constate La que plupart, ils sont capables. 80 à 92% sont d'ici. Ils viennent d'où? Regardez le Cameroun, la carte. Vous verrez une zone vide entre Bagno, Mayo d'Arlé, Bankim, Gambetika, Magba. C'est les populations Tikar. Très robustes, qui ont eu la force de continuer, d'arriver, parce qu'on a porté quand même une centaine de millions de personnes. Eux, ils étaient vigoureux, ils sont arrivés et ils ont continué à vivre. Ces gens, nos ancêtres-là, c'est eux qui ont alimenté la première révolution industrielle qui se fait dans le coton. La première révolution industrielle se fait dans le coton. Bon, ce que tu fais là, c'est l'économie ou bien c'est autre chose? Parce que Ouattara connaît ça mieux que toi. Oui, Ouattara, il m'enseigne souvent. Allons-y, messieurs. Le temps court, il court très vite. Il court très vite. Voilà, mais je préfère revenir là. Parce que, en fait, et c'est là que commence tout. C'est l'histoire de l'économie mondiale, ça. C'est l'histoire de l'économie mondiale. C'est vrai, j'ai écrit un livre, La brève histoire de l'économie mondiale. De quoi 1000 avant Jésus, en Rousseau. Il sera bientôt sur le marché. Je le sais. Oui. Mais quelque chose d'extraordinaire va donc se passer. Cette fois-ci, c'est l'Église qui entre en jeu. C'est le Vatican qui entre en jeu. Qui est le brouk, donc celui qui délivre les permis de vendre les Noirs. Et qui est le banquier? C'est Rothschild. De vrai nom, Bauer. C'est ce Rothschild. C'est à son école que sont les Macron. Parce que Rothschild a 4 fils qui dispersent dans tout le monde. Qui à la tête des banques centrales. Les banques centrales, le réseau Ouabou. Qui dispose par le moyen de l'inceste. Bien sûr, de l'inceste. Faut ajouter ça. Par l'inceste. Voilà. C'est la seule famille qui se marie entre elles. Oui. C'est la seule, une famille. Voilà. 13 familles. Les banques Lazare ou quelqu'un qui trône, un grand vigile, quelque part, a passé tout son temps. Donc vous comprenez qu'il est conditionné. De l'autre part, de l'autre côté en Italie, on fait le réseau Moses Sif, donc on prend le nom d'origine, juif, etc., etc. Et ces familles vont mettre en place le système de prédation mondiale qui contrôle tout le monde. Mais je suis content parce qu'il est à la fin. C'est fini, contrôlé. Ils contrôlaient. Ils ont mis en place tout ce qu'il faut pour contrôler le monde. C'est le capital qui contrôle le monde en premier. Toutes les banques, tous les marchés interbancaires, marché du SWIFT, marché boursier, tous les marchés possibles, y compris leur instrument fameux, la Banque internationale de règlement, que personne ne contrôle, mais qui contrôle tout le monde. Ils ont mis ça en place. Et, naturellement, toutes les grandes entreprises pétrolières et autres leur appartiennent. Les banques centrales, surtout la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, leur appartient à 92%. Donc, vous voyez, nous sommes dans un système... La Banque de France a leur propriété. La Banque de France, toutes les banques sont leur propriété d'une manière ou d'une autre. Toutes les banques commerciales. Et ils ont mis en place le dispositif le plus turbulent. C'est le contrôle des masses, des médias. Parce qu'ils contrôlent 5 grands réseaux de médias au monde. Donc moi je dis ceci, ce qui se passe au Mali, j'essaie de faire un rapprochement. Quelqu'un a parlé du non-respect du droit international. C'est ça, hein? Oui. Ils vivent seulement comme ça. De nuit, on nous dit de jour, on nous dit quelque chose. La nuit, on pratique le contraire. Mais je ris et je souris. Parce que Edmond l'a annoncé, c'est la fin. C'est la fin. Les statistiques le montrent. Je ne veux plus revenir parce qu'on n'a même pas beaucoup de temps. Mais ce système
système s'est effondré et nous allons vers une nouvelle ère. Je suis heureux parce que ça commence au Mali, ça commence en Afrique. Le 22 janvier, j'ai dit à mes enfants, retenez ça, cette date. Il y a une autre aujourd'hui qui s'est ajoutée, le 31 janvier. Retenez-la, c'est le retournement de tendance. C'est l'Afrique qui est en train de sortir. Parce que ce qui se passe là, nous sommes des personnes âgées, hein? Ce que nous déclarons agit. Ce qui se passe là au Mali va se passer partout. Ça va se passer partout. Ce n'est que le début. C'est-à-dire que le système CFA va s'écrouler de lui-même. Il est en train de se crouler et toute la France, Afrique, mais au-delà, c'est pas ça. Là, les plus riches du monde, ils vont quitter la scène. Ils vont mourir même. Ils vont mourir. On va le vivre certainement dans les années qui suivent. Toutes ces grandes familles qui ont mis en place ce système de prédation ne vont pas résister parce que parmi leurs voisins le plus direct prend de l'ampleur. Je pense Poutine. à qui? Poutine. À Poutine. Mais je pense aussi à la Chine. Parce que même si la Chine ne parle pas, même si l'Inde s'était associée à eux, eux tous sont en train de se détacher et ce système est en train de tomber. Donc, je suis rempli de joie. Merci pour la thématique. Merci pour la joie que tu nous donnes aux Africains qui nous suivent, qui savent que le prochain bateau, c'est l'Afrique. Et là aussi, j'ai écrit un livre. Et vous êtes d'ailleurs très prolixe, hein, docteur. L'Afrique, futur géant de l'économie mondiale, à peu près 500 pages. Dans quelques jours, vous l'aurez également. Ouattara, merci beaucoup. Ouattara écrit avant toi. Oui, Ouattara, beaucoup de livres. Merci. En tout cas, le président Badakani sait pertinemment la prophétie, il connaît la prophétie, que c'est à partir du Cameroun que partira le plus grand évangile jamais annoncé. Je pense que l'évangile, nous l'avons commencé depuis bientôt 11 ans. Oui, 11 ans déjà. D'accord. Et je pense que cet évangile... Dans Ésaïe 19. C'est à partir de Ouattara. Je pense que l'évangile commence mieux. Ésaïe 19. On commence à comprendre. Albert Anatole, ici, il faut également prendre la réaction du ministre danois, il faut également le préciser, le ministre danois des Affaires étrangères, qui a réagi à l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali. Il déclare, et je cite, ce sont ses propos, mesdames, messieurs, les informations selon lesquels l'ambassadeur de France a été déclaré persona non grata par les autorités de transition du Mali sont inacceptables. Le Danemark est entièrement solidaire de la France. Un tel comportement irresponsable n'est pas ce que nous attendons du Mali. Il perdra sa crédibilité internationale. C'est ce qu'écrit Jeppe Kofod, ministre danois des Affaires étrangères. Je vous poserai donc la question, est-ce que Barkhane s'est terminé finalement? Je voudrais d'abord revenir sur la question que vous avez posée tout à l'heure à Dr Edimo. Dr Edimo, par rapport à la messe qui se tient en ce moment du côté de l'Italie. Oui. Une messe qui se déroule depuis hier, avec les terroristes que la France combat au Sahel. Au Sahel, oui. Voilà. Il s'agit de mon point de vue non seulement d'un problème d'ingérence, une fois de plus, mais d'une trahison. Oui. Ce que je trouve paradoxal, c'est que en Libye, la communauté internationale a instauré les djihadistes. La même communauté internationale combat les djihadistes du côté du Mali, plus généralement au Sahel. Oui. Vous y croyez-vous? Et puis ils font les réunions en Italie. Non, alors. Ils font les réunions en Italie, les gars, Albert Anatole ici. Les gens qui combat font les réunions en Italie. Voilà. Je voudrais également corriger un truc qui est passé, peut-être inaperçu, sur le synthé de France 24. Il ne faut pas que ça passe inaperçu. Apparemment, du côté de Marois, on nous a coupé déjà. Dit bien, c'est coupé du côté de Marois. C'est déjà Yoa qui me le dit. On va dire bonjour à la censure également sur Internet. Bienvenue. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Oui, il y a une confusion qui a été volontairement entretenue par France 24. Oui. Sur le synthé que je vous ai envoyé. Vous avez en grand. Voici justement le synthé. Entre Paris et la junte au Mali. Bamako décide d'expulser l'ambassadeur de France. Plus bas, vous avez la France rappelle son ambassadeur au Mali. Ce sont les grands médias. Hein?
Bon, vous voyez que c'est passé presque C'est les grands médias. Non, les Mais- professionnels, vous allez à ce niveau, monsieur. Alors là, quand vous voyez des gens... Ce sont des grands Ça, professionnels. c'est très dangereux. ça. Il fallait que je reprenne d'ailleurs ça ce matin. Vous avez vu, il fallait Voilà. qu'on le reprenne à tout prix. Voilà. Donc vous voyez que ça, c'est très dangereux. Ce sont les professionnels, attention. Ah, Parce mais c'est que- les professionnels parce des que- médias. Vous savez, ils parce font que rien au hasard. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire, c'est pour semer la confusion dans la tête des esprits des Africains, à savoir que c'est Paris qui a rappelé son ambassadeur, et non pas qu'il a été déclaré Expulsé. président non Non grata grata. par les autorités maliennes. Il faut donc le dire et redire ici que Ce sont à la les autorités suite- maliennes. à la suite des propos irresponsables de M. Le Drian et racistes de M. Le Drian, les autorités de Bamako ont pris leur responsabilité en donnant 72 heures à l'ambassadeur de France Monsieur Meyer, de quitter leur territoire, non pas seulement pour ces raisons, mais également parce qu'il organisait des nuits. les messes de nuit. Non, il organisait des messes avec des messes nocturnes avec une certaine opposition de ce côté-là à des heures de Nicodème du côté de Bamako. Je crois que nous avons été de tout temps, nous avons dit cela ici. Quand j'ai dit cela, écoutez, les déclarations de la diplomatie danoise ne peuvent que converger dans le sens des intérêts de l'Union européenne. Oui. Parce que vous savez là, c'est un gang. C'est un gars. Dans un gang, chaque membre peut avoir sa posture. Et cette posture ne peut que être une posture de ralliement pour les intérêts, au profit des intérêts du gang. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, les déclarations de ces diplomates ne sont pas intéressantes lorsque nous observons les précédents. Ça, c'est important de le Il faut préciser par ailleurs qu'il est à la messe du côté de l'Italie, Albert Anatole ici. Absolument. Je vous dis que c'est de bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va faire chorus derrière la France, qui est humiliée. Pour eux, c'est un fait inédit. C'est inacceptable que un grand pays comme la France, qui a toujours donné des leçons de démocratie, de liberté et de diplomatie, puisse être humilié, n'est-ce pas, Oui. par un petit pays qui a besoin d'être secouru sur le plan militaire, mais pour lequel, n'est-ce pas, les militaires français vont mourir et qui a le troupidance d'humilier un grand État comme la France. Je voudrais revenir sur d'autres messages, sur les tweets que vous avez tout à l'heure convoqués. Oui. Vous savez, on peut pas prendre ces genres de communication à la légère. J'ai lu les propos de M. Nicolas Dupont-Aignan, qui est un raciste assumé, ça il faut le dire, je crois qu'il fait partie de l'extrême droite française. Éric Zemmour fait partie de l'extrême droite française. Marine Le Pen. Marine Le Pen fait partie de l'extrême droite française. Tous ces racistes. Et ce sont relatifs Mélenchon. de Mélenchon qui attirent l'attention justement de la classe politique des dirigeants français pour qu'ils fassent plus de lucidité et non d'arrogance. Souvenez-vous, hier, la thématique portait sur l'arrogance et la sénilité de la diplomatie française. Nous sommes dans là aujourd'hui, c'est-à-dire à parler du prolongement de cette arrogance, je veux dire des Et cette conséquences, sénilité. de parler des conséquences de cette arrogance et de cette sénilité diplomatique. Les faits sont là. Donc c'est pour vous dire que la plupart des thématiques que vous mettez en débat ici se tiennent. Ça tient. Elles se tiennent. Aujourd'hui, moi j'ai suivi hier les propos d'un ancien ambassadeur de France du coup du Sahel, un certain Nicolas Normand, qui, comme d'habitude, ils sont toujours de très mauvaise foi, pour ne pas dire des menteurs. Ce monsieur, diplomate de son État, a quand même le courage intellectuel de dire qu'en fait, le problème c'est le Mali, qui, du haut de la tribune de l'ONU, à travers son premier ministre, n'est-ce pas, a provoqué la France en déclarant que son pays a été abandonné en plein vol par la France. Non, c'est le Mali qui a provoqué. C'est ce que Nicolas Normand dit. C'est une interview que vous pouvez retrouver. Je l'ai vu, ne vous inquiétez Voilà. surtout pas. Mais tout à l'heure, le président Bandakani vous a déroulé un certain nombre d'éléments de provocation, d'humiliation, de violation et d'ingérence, n'est-ce pas, de la diplomatie française, qui ne peuvent pas être considérés comme étant qui ne peuvent être considérés comme étant la conséquence de ce qui est arrivé hier, et que
et qui fait partie et qui nous rend joyeux ce matin. Il y a un élément que je voudrais convoquer dans mon analyse, c'est le redéploiement de la force Barkhane. J'ai eu dit dans certains médias, et là, ça renforce mes inquiétudes par rapport aux nouvelles autorités burkinabées. À savoir que Barkhane va se redéployer du côté du Niger et du côté du Burkina Faso, qui ne sont pas très éloignés du Mali. Et là, si jamais le Burkina Faso va accepter cela. Mais c'est ce qui est prévu. C'était le problème depuis Kaboré. C'est ce qui est prévu. Macron l'avait dit depuis Kaboré. Oui, c'est ce qui est prévu. Et maintenant, vous voyez les nouvelles autorités burkinabées qui sont en train, que je suis dit d'observer. Nous les observons tous. Hein? Je vous ai dit la dernière fois que je me méfie de ces gens-là parce que quand vous observez leur trajectoire militaire, ils ont été formés à Paris, à Saint-Cyr. Voilà, pour certains. Bon, moi je pense qu'il faut rester un peu circonspect. Il faut absolument être vigilant. Et je voudrais donc justement demander justement à la coalition des patriotes du Burkinabé, le Balai citoyen et les autres mouvements qui sont à ce côté de rester vigilants. Parce qu'il ne faut pas que les militaires récupèrent leur révolte populaire. Parce qu'il y a des choses qui se passent entre Paris, Matignon, je veux dire entre l'Élysée, Matignon et Bamako, Ouagadougou, à travers les nouvelles autorités burkinabées. Il ne faut pas que le Burkina Faso serve de base arrière pour déstabiliser le Mali. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez justement des gens qui disent combattre les djihadistes au Sahel, tenir des réunions en Italie avec ces mêmes djihadistes, je crois que ça doit vous amener à réfléchir. Oui. Ça veut donc dire que Barkhane n'est pas prêt de partir, même si c'est le Mali qui décide que désormais, puisque la question de la révision, de la lecture des accords de défense est sur la table. Que Paris soit d'accord ou pas, je pense que hier, nous avons suivi le ministre des Affaires étrangères malien qui nous a fait comprendre que Paris soit d'accord ou pas, le Mali va prendre ses responsabilités dans ce sens. Parce qu'il y a certaines dispositions des accords qui violent la souveraineté et les intérêts du Mali. Il vous l'a dit. Donc, je pense qu'en l'état, si Paris persiste et si, dans son arrogance, son mépris habituel, les autorités Bamako vont prendre des responsabilités. Et les conséquences seront là. Ce qui va donc avoir pour conséquence le redéploiement de Barkhane derrière les frontières, enfin, sur les frontières du Mali. Donc, la menace est toujours là. Or, il est question aujourd'hui pour les peuples du Sahel de dégager toute occupation militaire étrangère de leur sol. Mais c'est ça le problème de fond, la question de fond. Parce qu'il y va d'abord des questions de souveraineté, parce que je ne pense pas qu'un politicien, n'est-ce pas, français, pourrait accepter qu'on installe une base militaire sur le sol français. Donc il ne faut donc pas qu'ils acceptent, qu'ils refusent aux autres de faire ce qu'ils n'accepteraient pas chez eux. S'il n'y a pas une base militaire américaine déjà. Où ça, des temps. Du côté de Paris, Je ne connais pas, je ne suis pas au courant. Le temps, ils ont des je ne suis pas au courant. Ils ont ces choses. Il faut que vous sachiez, c'est des trucs négociés entre eux. Non, là c'est une négociation, c'est pas... Allons-y, il ne s'agit pas de forces d'occupation. Ce ne sont pas des forces d'occupation. C'est différent de ce qui se passe au Sahel. Nous avons affaire à des forces d'occupation. Pour une raison simple. Barkhane, je veux dire, Barkhane et l'engagement de Barkhane et les alliés au Sahel ne repose sur aucune base légale ni juridique. Je pense que Mélenchon vous a dit que cette affaire de Barkhane au Sahel ne repose sur aucune base légale. Il va être débattu au Parlement français. Ça ne repose sur aucune base légale. Or, il me semble donc que s'il y a une base américaine ou autre sur le sol français, ça a été débattu au Parlement français. Donc ça repose sur une base légale. Tout le contraire du côté du Sahel. De ce point de vue, on ne peut pas faire une comparaison dans ce sens. Je termine en disant une chose. Je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement questionner ce que c'est que la diplomatie. C'est un débat qu'il faut mettre sur la table. Est-ce que la diplomatie implique la duperie, implique l'arrogance, implique
implique le crime international. Parce que lorsque je suis les propos de M. Le Drian, lorsque je lis les tweets que ces personnages ont envoyés sur les réseaux sociaux, je me dis, nous avons un problème des Africains, nous sommes en guerre, et celle qui doit être totale, parce qu'aujourd'hui, il y a une question qui est fondamentale. Imposer le respect. Il faut imposer ce respect par tous les moyens, qu'ils soient conventionnels ou non conventionnels, parce que ces gens-là, ils utilisent tous les moyens à la fois conventionnels et non conventionnels. Pourquoi? Parce que leur politique repose sur le crime. Je sortirai en leur faisant comprendre une chose. Les conventions internationales, que ce soit en matière de politique, de géopolitique, d'économie, de diplomatie, ne peuvent pas être labellisées sur leur prisme. Jamais. Ça ne peut pas être labellisé sur leur prisme, ça doit être labellisé sur le prisme des intérêts de tous et de chacun. Merci Albert Alatola ici. Président Madakani, je vous rappelle d'ailleurs, messieurs, que nous avons encore 25 minutes à passer ensemble. J'accorderai donc 4 minutes à chacun d'entre vous. Vous allez vous débrouiller avec mes 4 minutes, hein, messieurs. Quand le débat est important, augmentez le temps. C'est 4 minutes. Je le dis à mon devis. On vous comprend parfaitement, président Madakani. C'est une supplication, hein, je n'impose. Il faudrait demander au capo de tout capo. Je suis en train de supplier le directeur général pour ça de voir aujourd'hui à titre exceptionnel. Je vais même tourner vers vous, président Madakani. Commençons rapidement. Jusqu'à preuve du contraire, les politiques français sont en train de parler des 53 soldats qui sont morts pour défendre le Mali. Ont-ils oublié Vous lisez dans mes pensées? Ont-ils oublié que des soldats français, des soldats africains, maliens en particulier, camerounais également, sont morts pour sauver, vous le dites comme ça, la France de la peste brune? Vous faites comment? Vous lisez dans mes pensées? Non, je suis là pour vous poser des questions. Vous êtes très fort, vous êtes très fort. Non, je quitterai les lieux communs. Les lieux communs, c'est que même l'enfant qui n'a pas encore 1 an connaît que ce sont les soldats africains qui sont allés libérer la France. Hitler l'a dit, De Gaulle le dit dans ses mémoires. Donc je parle, c'est donc des lieux communs. Ici, nous ne parlons pas des lieux communs. Mais je veux démontrer simplement que ce que Zemmour et toute la racaille, comme les citoyens tout à l'heure disent, n'a aucun fondement. Un vrai racaille politique. Zemmour, c'est une racaille. On n'en parle pas sur ce plateau. Marine Le Pen, je l'ai déjà dit, elle est trop laide comme femme. Aucun Africain sérieux ne drague pas ce genre de femme. J'ai déjà indiqué ici que si Marine Le Pen est devant un garçon, elle se déshabille, il n'y a aucun effet sur toi. Je parle d'un homme africain. Je parle d'un Africain. Donc je ne parle pas d'elle. Pour nous, en matière de femmes, Marine Le Pen ne peut pas parler avec la plus laide femme du continent africain, elle ne peut pas parler à Marine Le Pen. Et Dieu sait ce qu'il n'y en a pas en Afrique. On ne va pas parler, on ne va pas se mettre à... Il n'y a pas une laide femme en Afrique. Oui, on ne va pas commenter des choses comme Marine Le Pen, les histoires de Dupont-Aignan. Celui-là, je ne peux parler, je ne parle pas de lui. Je peux pas aller loin, c'est qui le conseil. Si on doit parler si nous devons parler de Dupont-Aignan, les Africains vont vomir. Il vaut mieux aller fouiller la poubelle. Oui, ça dit Dupont-Aignan, ça dit que je vous parle de... Si on vous parle de qui parler là, vous allez vous surprendre. Il vaut mieux fouiller la poubelle. Une certaine décence à l'égard de nos enfants nous permet de ne pas parler de Dupont-Aignan, parce que c'est la racaille, c'est la poubelle. Et que ce soit cela qui soit la classe politique française, on pleure ça dit tout. J'ai pitié du peuple français. Je suis désolé. J'ai pitié de la France pour avoir comme élite politique Dupont-Aignan, Zemmour, Marine Le Pen. De la racaille pure et simple. Non, c'est la preuve que maintenant, la France est tombée. Il ne faut pas simplement le dire. Il ne faut pas bombarder personne en campagne. Passez aux actes. Mais chassez les Maliens, faites-le. Il ne faut pas vous dire avec la bouche. Passez aux actes. Passez aux actes. Et vous allez voir. On va voir. Les Maliens vont rentrer chez eux, ils vont vivre bien. Mais comme on a demandé aux Français de partir ici, ils vont retrouver leur vrai niveau. En rayon, comme était le général de Gaulle adoré qui est venu ici, maigrichon, en rayon, misérable et affamé. Nous l'avons nourri. Nous l'avons habillé, on lui a donné de l'argent pour aller reprendre son pays. Donc allez-y. Alors pour revenir au débat, ce n'est pas comparable. De Gaulle le dit dans ses mémoires. Hitler le dit. De Gaulle, quand De Gaulle arrive à Dakar, qui arraisonne son bateau, qui tire sur le bateau de Gaulle? Ce sont les vichistes français à Dakar. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la France est couchée sous l'Allemagne. Pétain a signé l'armistice. La France est une colonie allemande, c'est-à-dire une sous-colonie allemande de fait. Un Français, parlons comme ça, normal, du point de vue de la France, De Gaulle décide de résister. Il vient à Dakar, croyant qu'il va trouver les Français normaux. Et les Français normaux tirent sur le bateau de Gaulle. Parce qu'ils sont vigistes.
Il faut rappeler ça à la racaille de Zemmour. Il faut rappeler ça à la chose que Marine Le Pen et à Dupont-Aignan. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur propre pays. Ça veut dire que les Français trahissaient la France. Les Vichy trahissaient la France et avaient accepté que les Allemands sont des dieux. Alors que De Gaulle disait non, moi je ne me soumets pas. Et d'ailleurs, il était condamné dans son pays. Vous savez, il avait été condamné. Condamné par contumace. Très bien, il était condamné. Il dit moi je ne me soumets pas. Pétain, qui était le plus grand militaire français, il vient de signer la métisse. Il a dit que la France se donne à l'Allemagne. Cadeau, comme on dit. Moi, je résiste. Il arrive à Dakar. Des Français tirent sur son bateau. Il deviendra plus tard le libérateur de la France, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que ça veut dire? De quoi est-ce qu'on parle? Et alors, aujourd'hui, des gens qui ont tiré sur le bateau de De Gaulle, c'est-à-dire qui ont refusé que la France soit libre. C'est-à-dire de dire. Et De Gaulle a fui Dakar. Écoutez bien. Il s'est réfugié où? Au Cameroun. C'est le clerc qui est laquelle ici. C'est pas à Brazzaville. On manque là. À la chambre de commerce. C'est bien. C'est pas à Brazzaville, c'est ici au Cameroun. On à la chambre de commerce. Je vous dis. Très bien. Bien précisé. Il est en ce moment. Il est affamé, il a faim. Andokoti également. Il a fait des jours sans manger, il a faim. Il est un rayon. Il est maigre et misérable. Désespéré. C'est ici qu'il reprend la vie. On le nourrit d'abord, on dit assois-toi. Bois de l'eau. On lui donne quelques femmes. Assois-toi, bois de l'eau, je vais y arriver. Mange d'abord, mange. Pendant 2 jours, 3 jours, il mange bien. On lui apporte des belles filles qu'il n'a jamais vues de sa vie. De Gaulle. On lui dit, vas-y, tu redeviens un homme, vis. Au bout de 4 jours, 5 jours, le gars commence à gambarder. Il dit à Leclerc, il y a de la vie ici. On reprend l'espoir. Leclerc, on reprend l'espoir. C'est d'ici que c'est parti, mon cher gosse. Vous voyez, c'est d'ici. C'est pas la même chose, mon cher gosse. Je ne reviens pas sur les contingents qu'on a donnés. Je ne reviens pas sur l'économie de guerre imposée aux Africains qui a nourri, qui a permis à la France d'aller parler à égal avec comment on appelle le premier ministre anglais, avec Churchill. Parce que tu as la guerre de Gaulle. Tu as quoi? Il faut financer la guerre. Il faut que... Tu apportes quoi? De Gaulle a dit j'ai l'Afrique. C'était quoi l'Afrique? L'Afrique a donné à De Gaulle l'économie de guerre, les femmes, les hommes et de l'argent. Jocelyn-Gosse. Les taxes. Écoutez bien, de l'argent. Et c'est l'économie de guerre qui va créer les conditions d'un syndicalisme indépendantiste en Afrique. Parce qu'après ça, les gens étaient harassés par le travail de guerre. Quand la guerre finit, le professeur va dire ok, la guerre est finie, donnez-nous le droit. Les syndicats vont commencer à faire des revendications parce que l'économie de guerre est terminée. Et vous connaissez la réponse de la France. Le fouet, les assassinats, les emprisonnements, mon cher gosse. Et Tiaroy. Je ne sais pas si c'est des trucs. Quand on parle de ces raisonnements, vous voulez comparer le sacrifice des soi-disant militaires français que la France, l'État français est allé transporter pour amener au Mali, les faire tuer pour le compte d'une fausse politique de guerre contre le terrorisme, mais qui était en fait une anarque des présidents français, de quelques réseaux de l'État français. C'est là qu'il s'agit. C'est la même chose? Non. Sans l'avis des députés. Mais sans l'avis du Parlement français. Mélenchon le dit. Vous comprenez en fait que Dupont-Aignan, c'est de la racaille, c'est un petit bandit, un misérable garçon de course, dernier niveau de Rothschild. Pareil pour Zemmour, pareil pour Marine Le Pen. Il raconte quoi? C'est pas un sacrifice ça, mon cher gosse. Ils ont sacrifié pour qui? Qui les a amenés là-bas? Même pas pour la France, il n'y a pas eu de débat au Parlement. Mais plus grave, on les a amenés soi-disant combattre les djihadistes. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Quel est ce sacrifice qui s'est traduit sur le terrain par le pillage de l'or? Combien de fois tu as attrapé les militaires français de piller l'eau pour envoyer on a montré les images ici. Jusqu'à de l'eau potable, des fuites d'eau potable pour envoyer en France. On parle de quoi? Ça, ce sacrifice, ça, c'est la guerre. Il faut quelle guerre? Le business. La France a tué ses soldats. Que ce soit aux Aïe, je crois que c'est Kolwezi. Que ce soit à Bouaké. Jusqu'aujourd'hui, l'affaire des soldats français tués à Bouaké. Pourquoi il y a secret défense dessus? Pourquoi? On a accusé Gbagbo hier. Aujourd'hui, il est innocenté en tout. Pourquoi il y a secret défense? La France a fait tuer ses militaires pour protéger la rébellion ivoirienne. Qui est au service de qui? De quelques réseaux criminels économico-mafieux français. Mon cher gosse. Tout ça au nom de la France. Donc attention, c'est pas la même chose. Il faut le leur dire ce soir, ce matin. C'est pas la même chose. Nous ne sommes pas impressionnés par ça. 53 militaires français. Ça n'impressionne aucun Africain. On ne les a pas appelés. Mais nous, De Gaulle est venu pleurnicher ici. On l'a habillé, on l'a tout fait. On a pris nos hommes, allons libérer la France. Hitler le dit que sans les soldats africains, la France serait effacée de la carte. C'est écrit. De Gaulle le reconnaît dans ses mémoires. Mais le débat est clos. Voilà des révisionnistes,
de pacotille, des révisionnistes de pacotille qui racontent tout et du n'importe quoi. 53 militaires français ne sont pas sacrifiés pour le Mali, c'est faux. Est-ce que le Mali les a appelés? Le Mali a dit je veux un soutien aérien. Le Mali a dit je veux un soutien aérien, mon cher gosse. Il n'a pas dit venez en l'air, nous on fait la guerre en bas. Et le renseignement? Et le renseignement? Contre 55 000 soldats. Alors, africains. J'ai dit, merci de me rappeler, 55 000, je ne veux pas faire ça. Parce que ce n'est pas une affaire de chiffres comptables, Edmond. On ne va pas faire des chiffres comptables de le monde. Mais merci de rappeler que ça fait 55 000 soldats. Africains. 55 000 soldats africains. Il faut bien préciser. Oui, qui sont tombés pour sauver la France. Et de la racaille, des gens qui sont humains par accident. C'est-à-dire que dans une société normale, on n'a pas compté les émois et construit comme les êtres humains. Ils sont humains par accident et par tolérance. Nous les tolérons comme étant êtres humains, mais ils ne sont pas les humains. Vous osez comparer les sacrifices de 55 000 soldats qui volontairement se sont levés pour aller sauver un pays qui était terminé. Pour certains qui n'étaient même pas bien formés. Et vous osez comparer ça avec 53 militaires français transportés par l'État français pour aller voler l'or du Mali, pour aller piller le Mali, et qui se sont fait tuer par la France. Vous osez dire que ce sont vous voulez faire chanter les Africains avec ça, bon, ça ne marche pas. Je suis désolé, hein. J'ai envie de respecter les mots français, mais là, ça ne marche plus, là. Il faut arrêter ça, ça ne marche plus. Ça, c'est du mensonge, c'est n'importe quoi. Donc, c'est pas comparable, mon cher Goff. C'est pas comparable, c'est pas comparable. La sortie du ministre danois, aujourd'hui, nous montre une chose qui est claire. Les Danois ont voulu blanchir le MH pendant longtemps, en faisant de la philanthropie. Comme d'habitude, l'aide au développement. Beaucoup d'Africains, oh, les Danemark sont gentils, ma chère consort. Vous voyez le vrai visage, non? Vous voyez le vrai visage? Quand dans le débat panafricain, nous n'avons pas cessé de dire que c'est l'Europe. Quand je parle de la France, je parle de l'Europe. Moi, je globalise l'Occident. En tant qu'ennemi de l'espèce humaine et de l'humanité, on n'est pas fou. Quand ça chauffe, ils sortiront en meute, ils sortiront tous. L'Italie va oublier les querelles avec Macron. Pendant que la France combat les djihadistes au Sahel, les Italiens vont se réunir avec les djihadistes. On se moque de qui? On se moque de qui? Et si le ministre des Affaires étrangères danois est un ministre digne de ce nom, à défaut d'être un ministre de pacotille, si France 24, qui est l'organe officiel de l'État français, vous dit que Paris a rappelé son ambassadeur au Mali, n'est-ce pas? C'est pas ce qui est écrit là-bas. Oui, c'est ce qui est écrit en bas, en rouge en plus. Le ministre danois parle de quoi? Il est solidaire de quoi? Peut-être c'est Paris qui a rappelé son ambassadeur. Il est donc solidaire de quoi? Il est des Maliens, pourquoi? Peut-être c'est Paris qui a rappelé son ambassadeur. Ambassadeur. Je vous dis, ce sont des malades mentaux, mon chien Goff. Ils sont des fumeurs, ils se droguent, sont des fumeurs de drogue. Fumeurs de drogue, ils ont beaucoup de problèmes mentaux. Ils se droguent pour tenir. Ils sont des malades. La crédibilité internationale du Mali. Ah bien, il fallait y arriver enfin. Eh oui, c'est ça. Crédibilité internationale, ça me fait rire. C'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure. On va finir par parler. La diplomatie. C'est quoi la crédibilité internationale? Terminons, président Badakani. Oui. Quand quelqu'un est crédible internationalement, citons un exemple. Le plus grand économiste interplanétaire du cosmos, PhD à l'université de Pennsylvanie, n'est pas crédible sur le plan international. Mais vous savez qui il est? Vous connaissez le scandale de l'État, du narco-État qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'est Bakayoko. C'est lui qui a dit ça. L'Amérique, la DEA. La DEA américaine est venue enquêter dans ce pays-là. On nous a dit que Bakayoko, c'était un vendeur de drogue. Il était premier ministre. Et qui était derrière? C'est M. Ouattara qui disait que son premier ministre était vendeur de... Autrement dit qu'il vendait la drogue. C'est lui, Ouattara. Merci, président. Vous comprenez cette chose-là? Il est crédible sur le plan interne. Moi, je pose une question. Puisque vous voulez... Vous demandez de finir. Plus que 15 minutes pour sortir, oui. Je suis en train de finir. Si, mon cher gosse, les Occidentaux considèrent qu'ils sont crédibles internationaux, c'est plan international, et que la crédibilité internationale se mesure à ce qu'ils disent sous leur prisme, moi je pose une question qui est un peu farfelue ce matin. Sont-ils crédibles au niveau divin? Jusqu'au niveau divin? Je pose une question et je ne blague pas quand je parle. Aide-moi à convoquer ce matin des choses très sérieuses. Qu'elle a dit qu'il met de côté sa rationalité pour parler des choses métaphysiques. Parlons comme ça. Mais nous savons aujourd'hui que Dieu est rationnel. Il y a un livre que vous avez reçu ici, où des scientifiques démontrent de façon scientifique l'existence de Dieu. Donc le débat, il est désormais rationnel. Moi, je pose une question. Parce que je suis un être normal. Un homme normal, c'est que Dieu existe. Il y a un homme normal. On appelle être humain d'abord quelqu'un qui ne connaît que Dieu existe. Celui qui nie Dieu n'est pas un être humain. Bon, il peut être athée pour un temps, ça peut arriver, mais il peut se le saisir demain. Il y en a eu dans l'histoire des grands athées comme Jean-Paul Sartre, comme ça, qui à la fin de la vie ont confessé qu'ils s'étaient trompés. Ça peut, c'est normal. Mais moi, un homme normal ne nie pas l'existence de Dieu.
conforme sa vie au principe divin. Moi, je pose une question. Si donc, le critère pour être crédible au niveau international, c'est de plaire à l'Europe et à l'Occident, moi, je pose ma question ce matin. L'Europe, l'Occident est-il crédible devant Dieu? Démon. S'il ne l'est pas, je termine en disant ceci. Gauche, vous savez, le monde entier peut être contre vous. Vous m'écoutez? Mais si Dieu est avec vous, vous gagnerez. Le Mali va gagner. Et l'Afrique va gagner. Edmond Kuati, on va aller au pas de gauche, monsieur, pour sortir cette édition de Libé ce matin. Il faut également préciser que l'ambassadeur de France au Mali a été convoqué par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, pour lui servir hier sa note d'expulsion. C'est le principe de réciprocité. Ça ne nous impressionne pas. Après avoir rencontré le ministre malien des Affaires étrangères directement, il a été convoqué immédiatement par le ministre territorial qui lui a servi la note d'expulsion. Vous parlez de l'ambassadeur du Mali? L'ambassadeur de France au Mali. Oui, mais on lui a donné 72 heures. On l'a sommé, on lui a donné 72 heures pour dégager, pour quitter le territoire malien. C'est de bonne guerre? Ben écoutez, c'est là. Il n'a plus que la journée de demain. Oui, ben 72 heures. Parce que ça passe vite, 72 heures. C'est le temps de faire sa petite valisette et de foutre le camp. Il n'a rien au Mali. Ils ne viennent jamais avec rien, on les connaît comme ça. Ils viennent avec une petite valisette, ils n'ont rien. Mais ils rentrent quand même avec des conteneurs. D'or. Conteneurs d'or. D'or, de lithium, de diamants. Oui. On sait ce qu'ils font dans nos pays. J'ai envie de dire ce matin que la tartufferie et la perfidie française doivent s'arrêter. Il faut qu'on arrête cette infantilisation doublée de paternalisme et puis cet angélisme auquel se livre la racaille politique française, Zemmour et autres. Mais le président a dit quelque chose tout à l'heure. Si on doit rentrer dans le fond du débat, parce que parfois on aime bien, par souci de convenance, rester dans les superficialités pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres. On aime bien ça. Mais s'il faut qu'on rentre dans le fond et qu'on doit dire qui tue les soldats français au Mali, ça peut faire très mal. Je vous ai envoyé une vidéo. Je vous ai demandé de faire une émission dessus. Il y a une autre que je vais vous envoyer. C'est une soldat française qui fait un témoignage. Et à la fin de son témoignage, elle dit qu'elle n'est pas sûre qu'elle va encore vivre pour 1 mois. Et 2 semaines après, elle est morte, bizarrement. Elle a fait des révélations en disant que beaucoup de ses camarades, quand ils arrivent au Mali, ils découvrent leur vraie mission. Ils viennent en croyant qu'ils viennent combattre les djihadistes et ils découvrent leur mission sur le terrain. Et lorsqu'ils s'en offusquent, ils sont rappelés à l'ordre par la hiérarchie. Et pour ceux qui continuent de tenir tête, ils sont éliminés. Il faut qu'on se dise les vérités. Je dois vous dire une chose. Il joue avec le feu. Vous savez que 2 journalistes français sont morts, des journalistes de RFI. Claude Verlin et... C'était 2 journalistes de RFI. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, l'enquête a été bâclée. Et à la dernière minute, on dit Barkhane a réussi à mettre la main sur le chef terroriste qui avait tué ces 2 journalistes. C'est faux. Claude Gérard, ils ont été tués par les Français parce qu'ils ont mené une investigation. Et quand le Quai d'Orsay leur a demandé de ne pas envoyer ce rapport, ils ont tenu tête. On a dit dans ce cas, vous ne quitterez pas le sol africain. C'est comme ça qu'ils ont été assassinés. En fait, c'est ça qui rend le Drian fou. C'est ça qui rend le Drian fou. Les autorités maliennes ont des documents et ces choses-là. Je vous ai dit une fois, lorsque IBK est mort, pas IBK, ATT. Oui. Lorsque ATT est mort, j'ai fait une publication en disant, je regrette, paix à son âme, mais je regrette qu'il soit mort dans le silence. Sans écrit ses mémoires. Parce que
ATT avait des choses à dire. J'ai posé une question une fois. Pourquoi pensez-vous qu'on peut faire un coup d'État à un chef d'État En fin de mandat. En fin de mandat, qui n'avait plus que 6 mois de mandat et qui avait clamé sur tous les toits, je ne me représente plus. Et qui lui fait le coup d'État? Sarkozy. À travers qui? À travers Amadou Sanogo, qui est intouchable. qui est intouchable jusqu'aujourd'hui, Ok. qui est protégé Ok. jusqu'aujourd'hui. Merci de répondre. Il est parti à TT. J'ai dit, je regrette, il aurait dû parler. Parce que beaucoup de problèmes que nous rencontrons, que nous continuons de rencontrer en Afrique, c'est que les gens meurent avec le ventre plein. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Et c'est un problème. Avant de mourir, Ibeka a voulu parler, mais il a été muselé. Parce qu'il se plaignait, il disait, plus personne ne me prend au téléphone en France. On a tout fait. Je doute de la manière dont Ibeka est mort. On dit que c'est une maladie, je doute. Parce que Ibeka a voulu se mettre à la table. Il faut que les gens le sachent. Ibeka a voulu se... Parce que plus personne ne prenait Ibeka au téléphone. Ibeka disait, tous mes contacts français ne me prennent plus au téléphone. Ceux pour qui j'ai fait tant de choses. Et il voulait se mettre à la table. Il voulait dire des choses. Un matin, on nous dit qu'il est mort. Non. Il faut dire à Marine Le Pen, à Dupont-Aignan, c'est des noms que j'aime pas beaucoup citer. J'aimerais dire à Dupont-Aignan d'aller s'occuper de son mari. Très bien. Qu'il aille s'occuper de son mari et qu'il excuse les Africains. C'est un homme qui a une femme. Voilà. En Afrique, nous, on sait ce que veut dire homme. Chez nous, c'est pas, quand les hommes parlent en Afrique, on n'a pas besoin des femmelettes comme ça. Qu'ils se taisent. Ils parlent pas. Ça, c'est un débat d'hommes. Et quand les hommes parlent en Afrique, les femmes se mettent à côté. Leur place est à la cuisine, comme dirait l'autre. Et donc, la place de M. Dupont-Aignan, c'est à la cuisine. C'est une femme. C'est une femme. Oui. Nous, quand les hommes se mettent, n'est-ce pas, je veux dire, se réunissent faut pas nous provoquer, sous l'arbre à palabre, voilà. Ce n'est pas que des femmes viennent... Permettez-moi de dire. Permettez-moi de dire. C'est terminé donc, ce matin. Je suis tout le temps, il y a cet angélisme-là qui consiste tout le temps à dire 53 Français sont morts. Non, il y a aucun... Et les gens se permettent de dire, parce que c'est une erreur que de dire la dette de sang est... Non, il n'y a aucune réciprocité. C'est le criminel de Drian qui fait ça. Ce sont les Français... Dans la mort de ces gens, ce sont les Français qui tuent leurs propres soldats. Voilà. Je vous invite à suivre, n'est-ce pas, je veux dire, le témoignage de cette soldat française qui dit bien que beaucoup rentrent traumatisés. Et lorsque on se rend compte qu'ils veulent parler, on les égouille. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, en fait, ils se rendent compte qu'il n'existe de djihadistes que ceux qui sont créés par la France. Et on leur dit, vous ne tirez sur personne ici. Vous n'êtes pas ici pour tuer un djihadiste. Vous ne tirez sur personne ici. Mais c'est la diplomatie, Edmond. Et on le leur dit. Et lorsqu'ils ne comprennent pas, lorsqu'ils veulent se poser 2 ou 3 questions, on leur dit, vous vous taisez, monsieur. Et quand ils ne peuvent pas se taire, on les fait taire, tout simplement. Donc il n'y a aucune dette de sang français à payer ici chez nous. Edmond. Et la seule dette de sang qui existe, c'est celle que les Français doivent aux Africains. 55 000 soldats. Il y en a beaucoup. C'est plus de ça, hein, c'est leur chiffre. Ça, c'est leur chiffre, c'est même encore approximatif. Leur chiffre. Et donc, si on doit tenir compte de ce qu'ils nous ont fait, y compris au Sénégal, quand ils ont tué nos soldats français alors qu'ils avaient bravé la terreur et la guerre. Massacre de Charoy. Alors qu'ils ne réclamaient que leur prime, les Français sont allés jusqu'à les tuer. J'aimerais finir, donnez-moi 2 secondes pour dire aux Français, si vous trouvez que la junte malienne est un problème si grave que ça, j'aimerais leur rappeler qu'entre 1940 et 1969, c'est une junte qui a dirigé la France et qui a installé la 5e République. C'était la junte de M. De Gaulle. Parce que qu'ils me disent, quel Français, à quand et quand est-ce que les Français ont élu M. de Gaulle? Merci. C'est la junte française qui a instauré la 5e République. C'est le plus grand homme politique de la France. Et c'est le plus grand homme politique de la France. Et qu'il laisse donc la junte malienne instaurer la première et plus grande république malienne. On y va au port de course, quelques secondes juste pour sortir. Juste 2 secondes. Oui. 55 000 morts. Oui.
Deuxième guerre mondiale. Première guerre mondiale, 66 000. 66 000 morts. Les Africains. Des Africains. Oui. Quel rapport? 500 milliards d'euros ramassés Chaque année. au minimum. Ça tue combien de personnes? Donc, les chiffres allemands. Ça, c'est les chiffres allemands maquillés. Bon. Mais ils sont habitués. Et c'est par là que je sors. Ils sont habitués. Ils tuent souvent même ceux qu'ils envoient. Je vous rappelle que nous sommes en 57. Oui. Des problèmes au Cameroun. Monsieur Mbida, on dégage. On veut mettre quelqu'un. Une consigne vient. Un haut commissaire, le tout dernier, Ramadier, il vient ici. Avec consigne ferme. Tout le monde peut arriver au pouvoir, sauf un musulman. Parce qu'on vient de vivre quelque chose du côté d'Algérie, avec la guerre d'Algérie. D'autre part, Nasser a fait quelque chose avec le canal de Suez. Docteur Dimon. Ça peut se répéter au Cameroun. Ramadier prend la route. Il arrive ici, il fait le contraire. Je ne sais pour quelle raison. On le rappelle et on l'assassine. Donc, c'est une tradition établie. Une tradition établie. Finalement, Albert Anatoly ici, la France aime tellement le Mali plus que la France elle-même. Tu connais l'affaire Jouniac, non? Ou alors, les Maliens ne s'aiment pas pour pouvoir continuer à aimer la France déjà, et ne pas leur dire de quitter leur sol. Non, il faut déjà leur faire comprendre, ils le savent d'ailleurs, les stratèges militaires français l'ont déclaré, ils l'ont affirmé, oui, que la solution au Sahel n'est pas militaire. Ça, tout le monde le sait. Oui. Même du point de vue mathématique, vous avez une zone très vaste, très vaste, plus vaste que l'Afghanistan, avec des effectifs plus petits que ceux engagés par les États-Unis en Afghanistan. Mais dites-moi comment est-ce qu'on fait pour lutter contre les djihadistes qui, je le répète, sont installés en Libye par l'Union européenne et Paris, mais que Paris est en train de combattre, entre guillemets, au Sahel. Terroristes qui sont retrouvés et qui se à retrouvent Rome. actuellement À Rome pour la réunion. Rome pour les réunions de déstabilisation du Mali. Bon, vous voyez donc qu'il y a des contradictions. Comme d'habitude, nous ne sommes pas surpris en tout cas. Dernière chose, est-ce que véritablement le Mali a besoin de la France et de l'Union européenne? Parce que lorsque vous partez chez quelqu'un, ou bien vous avez été chez quelqu'un, et il estime qu'il n'a plus besoin de vos services, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Mais vous quittez tout simplement. Mais c'est vous qui déclarez partir. Vous déclarez partir, on vous demande de vous en aller, vous dites non, j'ai changé d'avis, je ne pars plus, je vais réduire les effectifs, non, je vais plutôt procéder comme ceci, je vais me redéployer ailleurs. Ça veut dire que vous avez des arrière-pensées quelque part. Et les arrière-pensées, telles que nous connaissons leur méthode, quelqu'un l'a dit tantôt, c'est qu'ils vont quitter certainement le Mali pour aller se redéployer quelque part et rentrer par la fenêtre, faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, ce qu'ils savent d'ailleurs bien faire, le crime. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Mali doit parler aux Africains. Et je voudrais ici convoquer, inviter la jeunesse africaine, le peuple africain, de rester très très vigilant, surtout le peuple du Sahel. Il n'est hors de question que le Niger serve de base à rien, qui s'appelle Takuba, au MINUSMA, qui s'appelle Tatampion. Il est hors de question qu'un pays africain serve de base à rien pour déstabiliser notre pays africain. Je pense que avec le syndicat des chefs d'État, que les autres appellent les syndicats des vigiles, on ne peut pas leur faire confiance. Parce que si c'était des responsables qui étaient à la tête de ce machin-là, je pense qu'ils auraient anticipé sur les difficultés actuelles du Mali. Non, ils ne l'ont jamais fait. Mais ils viennent avec des gros sabots, étouffés, et tenter d'isoler un pays qui ne demande qu'une seule chose: la dignité, le respect, mais surtout la souveraineté. Merci Albert Anatoly ici d'avoir été là ce matin. Merci à vous Edmond Piaté. Merci à vous également, président Badakali, d'avoir été là ce matin. Merci à vous, docteur Eddy Mongori, d'avoir été là ce matin. Et pendant ce temps, c'est très très chaud actuellement, apparemment du côté de Niamey au Niger. On entendrait des coups de feu là-bas et surtout la présidence de la République serait actuellement
encerclés. Nous allons y revenir sûrement dans nos prochaines éditions. Nous allons suivre cette information de bout en bout. En tout cas, c'est le mot qu'on peut dire à la fin de cette édition de DBS Matin. Merci, messieurs, d'avoir été là. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la direction générale. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette matinée, malgré la censure. Merci également à vous qui étiez sur notre page Facebook DBS TV en majuscule. Malgré la censure également à elle, nous allons encore dire bonjour. Nous sommes ensemble tout au long de l'année. Mais n'oubliez surtout pas, avant de se séparer, mesdames, messieurs. La démocratie. La diplomatie est l'art de faire durer indéfiniment les carreaux fêlés. On nous a appris également que la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. La politique, fille de la diplomatie et de l'escroquerie courtoise, eh bien, la diplomatie, c'est aussi faire et dire les plus vilaines choses de la manière la plus élégante. Allez savoir ce que disent souvent les Français. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain, si plaît à Dieu. Au revoir.